Nous, commissaires de justice, vous l'avez compris, c'est une vaste question. Réfléchir finalement à cette question, ça suppose de savoir à qui nous parlons, à qui nous nous adressons. Et finalement, pour définir ce qui réunit aujourd'hui les commissaires de justice, nous devons d'abord cerner la profession dans toute sa diversité. Alors, qui sont les commissaires de justice? D'où viennent-ils professionnellement? Comment ont-ils vécu les transformations de ces dernières années? Et surtout, comment voient-ils l'avenir en commun? C'est l'objet de notre première table ronde, ce que nous sommes, une première séquence qui va vous permettre de vous exprimer dans toute votre diversité. J'invite maintenant à me rejoindre sur scène Maître Élodie Tellada. Bonjour, Maître Élodie Tellada, elle va nous rejoindre sur scène. Vous êtes à l'origine huissier de justice, vous avez prêté serment en 2015. Vous exercez depuis 2013 à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire, ressort de la Cour d'appel de Dijon. Vous êtes donc au cœur d'un territoire très rural, vous exercez avec un autre associé et nous allons vous entendre sur votre quotidien et sur votre vision de l'avenir. Merci à vous. Maître Marie-Françoise Carayol, vous êtes à l'origine commissaire-priseur judiciaire. Vous avez prêté serment en 91. Vous êtes installé depuis 94 à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, anciennement dans le ressort de la compagnie régionale Midi-Sud-Ouest, et aujourd'hui celui de la Cour d'appel de Pau. Vous êtes associé depuis mai 2025 avec 2 ex-huissiers de justice, et vous allez nous parler de ce choix assez unique en France. Merci à vous. Maître Thomas Banco, vous êtes à l'origine huissier de justice. Vous avez prêté serment en 2006. Vous exercez depuis 2005 à Chelles, en Seine-et-Marne, dans le ressort de la Cour d'appel de Paris. Vous allez nous expliquer comment vous exercez au quotidien, quelle est votre approche du métier. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Maître Christophe Belleville, vous êtes commissaire-priseur judiciaire à l'origine. Vous avez prêté serment en 2001. Vous exercez à la fois à Lyon et à Vienne. Vous avez été président de la compagnie Lyon-Sud-Est. Vous êtes désormais vice-président de la Chambre régionale du ressort de la Cour d'appel de Lyon. Et vous allez nous faire part de votre vision du rapprochement des 2 anciennes professions. Merci. Maître Christophe Delay, vous êtes donc huissier de justice à l'origine. Vous avez prêté serment en 2002. Vous exercez depuis lors au Puy-au-Velay, en Haute-Loire, dans le ressort de la Cour d'appel de Riom. Vous avez d'abord exercé en individuel, puis vous avez fusionné avec une autre étude. Vous exercez aujourd'hui avec 2 autres associés. Vous êtes président de votre chambre régionale. Nous allons vous écouter sur ce que vous constatez à la tête de cette institution. Merci à vous. Enfin, Maître Denis Calipe, vous êtes huissier de justice à l'origine. Vous exercez à Paris. Vous présidez la chambre régionale de la Cour d'appel de Paris. Nous allons vous entendre sur les particularités de votre communauté. Bonjour Maître Taillarda. Je me tourne vers vous pour ma première question. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours ainsi que des spécificités du territoire sur lequel vous exercez? Bonjour à tous, donc je suis Élodie Taillarda, je suis à l'origine huissier de justice. J'ai obtenu mon examen professionnel en novembre 2008. Après plusieurs expériences en qualité de clerc en milieu rural et ensuite en milieu urbain, j'ai décidé de rejoindre mon conjoint qui était en Saône-et-Loire et j'ai rejoint l'étude de mon associé actuel, Maître Stéphane Godillot, d'abord en qualité de clerc et ensuite nous nous sommes associés en février 2015, voilà, pour exercer dans le cadre d'une SOLARL. Voilà. Alors au quotidien, ça donne quoi? Est-ce que vous pouvez nous décrire la structure de vos activités, de votre clientèle? Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? Racontez-nous. Alors, je vais déjà vous parler peut-être de mon territoire. J'exerce donc en Saône-et-Loire, qui est le département le plus vaste de la Bourgogne-Franche-Comté. Il compte une grande proportion de communes rurales. Et quelques grands pôles urbains comme Mâcon ou Chalon-sur-Saône. Mon étude est située en fait à Paray-le-Monial, donc qui est au sud du département. Voilà. Donc c'est une petite ville qui compte 9500 habitants environ et qui bénéficie d'un maillage juridique assez faible, puisque dans un rayon de 25 km autour de l'étude, il n'y a que 6 cabinets d'avocats pour 9 avocats, dont certains exercent en ville.
Donc ça implique une forte mobilité, une forte présence. Voilà, nos déplacements sont importants. Les tournées sont jamais inférieures à 350 km. Il faut également s'adapter aux aléas climatiques. Voilà. S'agissant après de mon activité et de mon exercice, donc lorsque j'ai intégré l'étude de mon associé, je venais un petit peu pour soulager sa charge de travail. Mais un défi nous attendait quand même, puisque nous étions deux, donc il fallait fidéliser la clientèle, voire même en attirer une nouvelle, pour qu'on puisse vivre tous les deux et faire vivre nos salariés. Donc ça a été possible. Ça nous a demandé une grande disponibilité, une forte présence sur le territoire, une proximité avec les gens. Du dynamisme, beaucoup de dynamisme, et il a fallu l'insuffler aussi à nos équipes, voilà. Et puis finalement, on s'est aperçu que les gens nous faisaient confiance. En milieu rural, compte tenu du maillage juridique faible, les gens viennent nous voir, ils nous font confiance, ils nous recommandent, voilà. Donc ça a été voilà, le bouche à oreille est très important pour faire venir la clientèle. S'agissant après de mon activité, elle est diversifiée parce que dans notre département, on bénéficie quand même d'un tissu économique plutôt diversifié également. Donc on a la viticulture, l'agriculture, l'industrie, le tourisme. Donc on a beaucoup de dossiers d'exécution. On a énormément de constats dans plusieurs... je dirais, très diverses également. Dans l'agriculture, on va faire des constats également pour des panneaux photovoltaïques. Enfin bon, bref, c'est très diversifié. On a également une activité de vente aux enchères. Voilà. Et puis, en 2021, on a décidé également de créer une agence immobilière. Voilà. S'agissant après de ma clientèle, elle va des particuliers, du simple particulier aux professionnels, voilà, professionnels libéraux, les institutionnels, et puis également les tribunaux de commerce. Et certains nous confient également le recouvrement sur l'ensemble de notre département, donc preuve de leur confiance. Voilà. Si finalement vous deviez définir votre façon d'être un commissaire de justice, est-ce que le mot proximité, c'est celui qui vous irait le mieux ? Oui, complètement en fait. C'est le cœur, enfin, pour ma part, c'est le cœur de ma manière d'être commissaire de justice. Ça se traduit par une présence, en fait, une proximité, une grande disponibilité, comme je le disais, et puis une connaissance très fine des situations. Voilà, nous sommes les interlocuteurs privilégiés parfois des justiciables, puisque il y a très peu d'avocats, très peu d'autres professionnels, voilà, comme nous. Donc on est là, on a le rôle également donc de conciliateur, de médiateur. On essaye toujours de chercher les meilleures solutions, d'apaiser les tensions, de trouver des solutions qui sont adaptées, qui sont équilibrées, voilà, par rapport à la situation, à la ruralité. Voilà. Et puis, on utilise aussi beaucoup les outils numériques avec beaucoup d'intelligence pour ne pas perdre justement ce lien humain qui est très important. Merci, voilà. Merci beaucoup, Maître Taillarda. Maître Carayol, vous êtes à l'origine commissaire-priseur judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel et de la façon dont vous avez vécu le rapprochement des commissaires-priseurs judiciaires avec les huissiers de justice depuis 2015 ? Donc moi, je suis commissaire-priseur depuis 1994, donc ça commence à dater un petit peu. Non, c'est depuis hier. C'était hier, oui. Et donc, moi, j'exerce dans une ville de bord de mer, agréable, une petite ville. Donc, voilà, après, c'est très simple. Moi, j'ai toujours fait de la vente aux enchères et point. Donc, le rapprochement, comment on l'a vécu, enfin, moi, c'est la première chose qui m'a... J'ai eu de l'étonnement, en fait. En raison presque de la sidération, on va dire. En raison de la disparité des compétences. On a eu droit quand même à 70 heures de formation, ce qui est quand même
on va dire, relativement léger pour apprendre une profession. Alors, je dois être un peu lente, hein, mais moi, j'y suis pas arrivée quand même, donc voilà. Et donc, je pense qu'on a deux professions qui n'ont finalement pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, chacun avec ses compétences. Et je suis désolée, hein, c'est pas très politiquement correct, mais donc voilà, et donc c'est vrai que nous, commissaires-priseurs, on a quand même subi énormément de réformes, et donc je rends grâce à ce brave Henri II qui, malgré ses salles à manger, a fait des choses pour nous. Mais voilà, c'est... Alors, Maître Carayol, on est là pour ça, on est là pour parler d'identité, justement. Donc, je le disais en présentation, vous êtes un cas unique puisque vous avez choisi depuis mai dernier de fusionner avec 2 études d'huissier de justice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous ont conduit à faire ce choix? Comment ça se passe au quotidien? Vous avez des choses à nous dire, j'imagine. Et le premier bilan que vous en tirez? Le bilan, ça va être dur. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? En fait, on a des missions à remplir. Et moi, je ne suis pas capable de remplir l'intégralité des missions qui nous sont confiées. Moi, je ne sais rien à l'exécution, je ne connais rien à la procédure et je n'ai pas envie de le savoir. Donc, du coup, j'avais 2 choix. J'avais le choix de soit j'embauchais un huissier salarié qui faisait les missions, mais comment m'assurer de la qualité du service rendu alors que je ne connais rien à rien. Donc du coup, l'autre choix, c'était... j'avais des amis, avec des gens avec qui j'avais des rapports amicaux et en qui j'avais confiance, avec qui on pouvait envisager de faire quelque chose en commun. Et c'est ce choix qui a été fait. Alors après, sur le bilan, ça ne fait que 6 mois. Donc, ça se passe plutôt bien, rassurez-moi. Il va falloir me réinviter dans 2 ou 3 ans pour que je puisse vous en parler. En attendant, ça se passe toujours bien. Voilà. Après, ça nous permet aussi de mutualiser les coûts. Le système informatique que nous sommes, nous, obligés d'avoir, en plus d'une autre déjà, coûte une petite fortune. Donc, ça permet que ce soit un petit peu moins cher, on va dire. Et voilà. Du coup, au vu de ce que vous me dites, j'ai quand même envie de vous demander, est-ce que vous vous considérez comme un commissaire de justice? Et comment vous voyez l'évolution de la profession dans les années à venir, notamment pour les ex-CPJ? Alors, moi, vu que je suis un vieux machin, je suis commissaire-priseur. Point. Volontaire, judiciaire, peu importe, mais commissaire-priseur. Après, dans notre petit groupe, nous avons 5 associés qui ont moins de 40 ans. Eux, ils se présentent tous comme commissaires de justice. Je pense que d'ici quelques années, les anciennes professions seront complètement oubliées. Et donc, j'espère que, en m'entraînant un petit peu, je vais arriver à être commissaire de justice. Mais il y a du boulot quand même. Non, j'y crois. Merci à vous pour votre témoignage. Maître Banco, je me tourne vers vous à présent. Vous avez, je crois, une approche assez différente de la profession par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Alors vous, quelle est votre conception du métier de commissaire de justice? Quel est votre cœur de métier? Comment vous exercez au quotidien? Alors, c'est pas véritablement différent parce qu'on a une étude où on est cœur de métier. Par contre, les réformes successives nous ont demandé une adaptabilité énorme, parce qu'on est parti d'un secteur 4 études, un tribunal plutôt actif, à aujourd'hui on est plus de 400 structures, je crois, et on a dû appréhender 6 départements. Donc on a été obligé de se remettre en cause, de se renouveler et de se projeter. Et pour se projeter, on est parti dans l'idée de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que dire on était officier public et ministériel, c'est sûr, mais il fallait qu'on devienne entrepreneur. Pour devenir entrepreneur, on a eu 3 axes d'évolution. C'est l'hyper-spécialisation des associés dans le cœur de métier. Ça a été un des éléments clés.
ce qui permettait de répondre aux besoins clients et de continuer d'être dans de la haute technicité avec les clients. Après, on s'est rendu compte que la notion de service support devenait fondamentale, comme toute entreprise, mais encore plus chez nous. C'est-à-dire qu'on a des clients qui demandent un suivi de plus en plus élevé en termes de normalisation, de suivi des normes. Et ça nous a emmené tout doucement vers la relation client, qui aujourd'hui, me concernant, qui occupe 80% de mon temps de travail. La relation client, c'est définir le besoin client. Officier ministériel, c'est on a des outils, et comment on répond aux besoins clients avec ces outils. Donc aujourd'hui, c'est mon activité principale. Pour donner un exemple, on s'est un peu spécialisé dans notre relation client dans l'univers du néocrédit ou du néobancaire. On a des axes de besoins clients qui sont de plus en plus précis. Ça va être du besoin de cash flow, qui plus en ce moment qui est extrêmement important pour le client. Ça va être la capacité de titrer en masse pour valoriser son besoin de cession, pour là aussi faire de la rentrée financière, mais d'une manière un peu différente que quand c'est l'huissier qui recouvre, c'est-à-dire qu'il va céder. Le marché de la cession de créances en France a pas mal évolué récemment et a récupéré un peu de retard par rapport à ce qui peut exister dans les pays anglo-saxons, par exemple. Où ça va être d'être capable de tracer assez nos stocks pour pouvoir, par exemple en fin d'année, remonter des milliers de lignes de créances avec du certificat d'irrecouvrabilité par rapport au travail qu'on a réalisé, et eux leur permettre de valoriser en bas de bilan un stock. Donc c'est toute cette vision client qu'on a développée et qui nous permet aujourd'hui de, bien qu'être en cœur de métier, d'avoir encore des capacités de progression fabuleuses et de considérer qu'on a un métier relativement fabuleux. Alors du coup, vu que vous avez des besoins assez singuliers, comment vous appréhendez votre recrutement? Est-ce que vous avez des attentes spécifiques, par exemple, de la part de la Chambre nationale? Le recrutement, c'est vraiment un élément clé, mais c'est un élément clé pour tous les entrepreneurs en France aujourd'hui. Quand on discute avec n'importe quel corps de métier aujourd'hui, il y a un véritable problème. Le moyen qui nous semble essentiel pour le régler, c'est la formation, que ce soit interne ou externe, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, on a eu un élément clé pour réussir à faire en sorte, en qualité d'associé, d'appréhender notre qualité d'officier public et ministériel, mais dans un cadre dynamique d'entrepreneur. On est passé par du coaching, qui était à l'époque pas forcément le truc qui se faisait dans la profession, et ça a eu des effets fabuleux. Sur l'ensemble des associés, on a eu des marches qui ont été gravies qu'on n'imaginait pas pouvoir être aussi rapides. Donc il ne faut pas hésiter à s'ouvrir à des trucs qui se font ailleurs et pas forcément dans le milieu des officiers publics et ministériels. On a beaucoup à apprendre des autres entrepreneurs en fait, et de leur expérience. Alors vous l'avez compris, on parle d'identité. Je vais donc vous demander, vous sentez-vous commissaire de justice? Plus que jamais, oui. Plus que jamais, parce qu'on a récemment encore la réforme sur les saisies sur rémunération. C'est assez génial de se dire qu'on dispose d'un nouvel outil qui répond clairement à un besoin client. On sait tous dans nos activités que la saisie-attribution est plus du tout fonctionnelle. On arrive à des taux à 10% de réussite sur ce type de procédure. Ça ne répond pas forcément aux besoins clients. La manière dont on peut appréhender ce nouvel outil et le présenter à nos clients, c'est vraiment un truc génial. C'est vraiment, et ça correspond à un vrai besoin. On a vu avec l'État, quand ils ont mis en place le prélèvement à la source, le bénéfice qu'ils ont pu en tirer. On est un peu dans cette logique avec la nouvelle procédure, et ça va permettre notamment à terme d'affiner encore plus nos capacités d'analyse pour nos clients, de projection, c'est ce dont ils sont demandeurs. Donc savoir qu'aujourd'hui encore on est capable de ce type d'évolution, c'est assez génial. Il faut savoir qu'avec le Covid, on a eu quelque chose d'extrêmement violent qui s'est fait en 2 temps. Il y a eu le Covid comme pour tous les acteurs, mais nous on a eu la perte de la valeur de l'argent. Et finalement ça a touché le cœur de métier.
Quand vous dites, on a dit pendant plusieurs années, l'argent n'a plus de valeur. C'est-à-dire que vous alliez, n'importe quel entrepreneur, dans la tech, il suffisait d'aller faire des levées de fonds, et même globalement chez tous les acteurs, il suffisait d'aller voir le banquier, ça coûtait moins cher d'emprunter que d'avoir un process de recouvrement efficace. Le fait qu'aujourd'hui l'argent reprenne de la valeur, pour nous, c'est fabuleux. Parce qu'on a un besoin client qui est en train d'exploser. Je vois pour le néo-crédit, néo-bancaire, on a quand même des acteurs qui, pendant 5 ans, 6 ans, n'avaient même pas processisé comment ils allaient recouvrer le dû client. Et aujourd'hui, ces mêmes acteurs sont extrêmement demandeurs de solutions parce que le banquier ne leur prête plus de la même manière. Et les levées de fonds, on sait très bien que ce n'est plus les mêmes qu'il y a quelques années. Merci, Maître Vanco. Maître Belleville, vous êtes commissaire-priseur judiciaire à l'origine, vous avez exercé des responsabilités ordinales importantes, vous incarnez vous aussi la diversité de la profession. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, de votre quotidien de commissaire-priseur et de commissaire de justice ? Alors, moi j'écoutais un peu les interventions. C'est vrai que si j'avais su, dans les années 90, quand je faisais mes études, qu'on pouvait, si j'avais attendu quelques années de plus, avoir que 60 heures pour avoir l'examen de commissaire de justice, je vous avoue, je serais resté un peu plus longtemps quand même à la fac. Moi, mon parcours était assez classique. Je suis issu de ce qu'on appelle la pré-réforme de 2000, la grande réforme qui avait scindé nos activités monopolistiques et commerciales. Je suis mal tombé parce que j'ai été nommé en 2001, donc juste après cette réforme, et on nous annonçait déjà à l'époque qu'on devait disparaître. Donc à croire que vraiment que les commissaires-priseurs ont une capacité d'adaptabilité assez impressionnante avec toutes les réformes qu'on a subies. Nommé en 2001, j'ai vécu énormément de réformes. Celle qu'on a connue aujourd'hui a été un peu compliquée, on va dire, à comprendre. Ma consoeur l'a dit, à admettre, bien sûr. Mon quotidien aujourd'hui, je dirais qu'il est plus axé vers mon métier d'origine, qui est celui de commissaire-priseur et commissaire-priseur judiciaire. Vous voyez, nos casquettes, nous, ont vraiment tourné. On est de commissaire-priseur, on est passé à commissaire-priseur habilité à diriger les ventes, et puis après à commissaire-priseur simple, et après à commissaire-priseur volontaire, et maintenant à commissaire-justice. On aurait aimé presque s'appeler simplement commissaire, ça aurait été un peu plus simple quand même. Voilà. Mais je n'exerce pas encore, moi, la profession d'ex-huissier, parce que tout simplement, j'ai la chance, moi, d'être proche d'un tribunal, de 2 tribunaux importants qui est Lyon et Vienne, c'est-à-dire que notre activité judiciaire de ce fait est importante, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, d'études, je dirais, d'ex-commissaires, priseurs judiciaires un peu plus éloignés, où l'activité judiciaire est faible. Donc c'est une chance. Alors c'est vrai que nous, je suis assez généraliste, on a cette particularité d'avoir une étude assez importante, où on a réussi, par le nombre de salariés et d'associés, à scinder nos activités artistiques, qui sont devenues une activité unique, à nos activités de vente volontaire, je dirais, qui mêlent le volontaire judiciaire et industriel, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les ventes volontaires, il n'y a pas que les ventes artistiques, il y a également toutes les ventes volontaires industrielles, celles qui, à mon avis, ont intéressé bien plus les ex-huissiers dans notre activité. Voilà. Mon quotidien, c'est un peu comme le vôtre, c'est rencontrer les gens, c'est la proximité, c'est vraiment aller dans les entreprises, par nos activités bien sûr judiciaires. Je dirais que pour l'instant, à mon avis, ça changera certainement, mais je dirais simplement notre relation, nos points communs, c'est vraiment ça, c'est la proximité, beaucoup de kilomètres. Voilà, je sais que vous avez vos acronymes, la STC, je ne sais plus qui vous calcule vos kilomètres. Non, vous avez un métier avec beaucoup d'acronymes, et j'ai l'impression, moi, d'être, quand j'écoute, je suis à la chambre, j'ai l'impression d'être revenu à l'armée il y a 20 ans, où il y a des STC, des CTT, des VDD, des APC, c'est un peu compliqué. Il faudra que vous nous fassiez un petit lexique là pour qu'on puisse vous comprendre. Voilà. Mais non, moi j'ai vraiment une activité assez simple, mais pas encore axée, je dirais, sur la profession d'huissier. Alors pour votre part, quel bilan vous tirez de la création de la nouvelle profession? Comment, selon vous, les ex-CPJ conçoivent leur évolution vers le commissaire de justice par rapport à l'approche des ex-huissiers de justice? Alors, si vous me permettez, je vais vous faire 2 bilans. Voilà, il y a 2 bilans. Il y a d'abord un bilan actuel.
Ce bilan actuel, il est négatif. On ne va pas se mentir, pour les ex-commissaires-priseurs, cette réforme, on l'a subie, on ne l'a pas voulu. Alors, quand on écoute les ex-huissiers, c'est assez sympathique, c'est que personne ne l'a voulu. Hein, c'est assez surprenant. Personne ne l'a voulu, ni vous, ni nous. Je pense qu'il y a eu un très gros travail par les présidences, notamment avec le président Santoire, que je félicite d'avoir été réélu, d'ailleurs au passage, parce que c'est un président qui nous soutient, nous les ex-commissaires-priseurs. Donc je le remercie, ce qui n'aurait pas été le cas d'un autre président, voilà, qui était à l'origine de cette réforme. Je pense que, voilà, il y a eu un gros travail de communication qui a été fait sur le devenir. Regardez aujourd'hui, le devenir, ce que nous allons être. À mon avis, il y aurait dû, c'est trop tard maintenant, il aurait dû avoir un travail sur pourquoi on en est arrivé là. Qui a voulu cette réforme? Que devions-nous faire? Qui est à l'origine? Personne aujourd'hui n'est capable de répondre. On a un sentiment secret de cette origine qui, malheureusement, de notre côté, a entraîné des rumeurs, des suspicions. Pourquoi? Que nous veulent-ils? Que veulent-ils nous prendre? Alors bien sûr, ça a été, ils veulent nous prendre nos ventes, les ventes de voitures. Bien sûr, ils ont tellement été attirés par nos ventes de voitures. Ils ont tellement été attirés par les ventes aux enchères. Ces suspicions à tort, bien sûr, mais elles ont duré, elles ont perduré. Ce qui fait que de nombreux de nos confrères se sont arc-boutés contre cette réforme. Il aurait fallu expliquer et non pas dire « voilà ce que vous allez faire ». Aujourd'hui, on a un sentiment, moi je le vois, j'écoute les remontées de mes anciens confrères, tout vient de vous. Tout nous est imposé sans aucune réciprocité. On nous impose des nouvelles taxes, on nous impose des nouvelles activités, on nous impose tous ces acronymes dont je vous ai parlé, dont pratiquement aucun de mes confrères, pour l'instant, n'agiront. Enfin, c'est une certitude. Donc, si vous voulez, on a vraiment ce sentiment que on a été agressé dans notre profession par manque d'information. Après, on s'est dit, voilà, ils vont prendre notre... Alors, le professeur Amraki l'a dit tout à l'heure, on en a parlé hier d'ailleurs au téléphone, on a eu le sentiment que vous vouliez, à tort, je le dis, prendre notre aura. Elle en a parlé tout à l'heure, vous avez malheureusement, et encore je dis bien à tort, nous on est professionnels du droit, donc on sait que vous êtes... et que nous sommes des maillons indispensables aux procédures judiciaires, mais vous avez une image qui est... C'est comme ça, c'est le cinéma, c'est la littérature qui est négative. Nous, à l'inverse, pour les mêmes raisons, on a une image à tort qui est ultra positive. Nous sommes des hommes de l'art, toujours avec des beaux costumes, à vendre des tableaux à plusieurs millions. Ah, c'est pas faux, hein? Oui, oui. Mais je l'ai loué pour venir. Non, mais nous sommes toujours, on a toujours l'impression, quand on nous regarde à la télé, dans les films, on vend des tableaux à plusieurs millions, à une élite aussi. Cette image, elle est fausse, puisque si le quotidien du commissaire-priseur, c'est pas ça. C'est pas des ventes de sauce bis, Christie's à plusieurs millions. Notre quotidien, c'est le terrain également. Donc, ce décalage d'image, il aurait fallu peut-être l'expliquer pour en arriver là, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce bilan négatif. Mais je suis aussi optimiste. Parce qu'il y a un bilan positif. Et ce bilan positif, il est malheureusement prévisionnel. Voilà, c'est un bilan prévisionnel. Parce que je sais qu'aujourd'hui, les jeunes, on va dire qu'il faudra une génération de décalage pour que cette réforme s'oublie. Les jeunes qui arriveront, qui auront fait des études pour être commissaire de justice ou commissaire-priseur, ou les deux, la réforme, ce sera du passé. Ce sera vraiment du passé. Ils auront l'héritage de cette réforme. Tout à l'heure, Madame le professeur, vous avez cité Sacha Guitry. Je citerai aussi Sacha Guitry. Vous savez, nous sommes devenus une nouvelle famille. Sacha Guitry disait « Regardez cette famille, comme elle a l'air heureuse, elle n'a pas encore hérité. » À nous aujourd'hui, d'être heureux de cet héritage. Voilà, c'est tout à fait ça. Merci, Maître Belleville. Maître Delay, vous présidez la Chambre régionale du ressort de la Cour d'appel de Riant. Il s'agit d'une chambre particulière. Elle mêle une métropole importante, Clermont-Ferrand, quelques centres urbains assez disséminés et beaucoup de territoires ruraux, voire très ruraux. Alors ma première question, pouvez-vous nous en dire plus sur les caractéristiques de votre cour, notamment sur le plan de la démographie professionnelle, de l'économie, du maillage, des grands pans de matière? Je sais, ça fait beaucoup de questions.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour ce précieux temps de parole que vous me laissez sur ce beau sujet de la diversité de la profession de commissaire de justice. Sujet rassembleur s'il en est un, parce qu'effectivement, il existe, de mon point de vue, autant de manières d'exercer le métier de commissaire de justice qu'il y a d'individualité. Je veux dire par là de consoeurs et de confrères. Cette diversité faisant quotidiennement œuvre de droit se rassemble néanmoins et puise la dimension universelle de sa légitimité dans son statut d'officier public et ministériel, d'auxiliaire de justice, de juriste de terrain, délégataire d'une parcelle d'autorité publique. Ça a été très bien rappelé par Madame le professeur et Monsieur le Premier ministre. Dans cette orchestration générale, les chambres régionales de commissaires de justice viennent quotidiennement renforcer l'action des consoeurs et des confrères avec des attributions spécifiques dans des domaines nombreux et variés. Le président Calip peut en témoigner, je suppose, également à ma gauche. Le président, particulièrement épaulé par son bureau, joue évidemment un rôle de chef d'orchestre, tout en incarnant fortement la personnification de la chambre régionale. Pour évoquer le cas particulier pour ne pas dire la singularité, de notre chambre régionale, près la Cour d'appel de Lorient, il me paraît important tout d'abord de vous livrer quelques chiffres. La communauté des commissaires de justice près la Cour d'appel de Lorient, ce sont 69 consoeurs et confrères qui recouvrent 4 départements. L'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. 2 départements que nous pouvons qualifier de ruraux, avec tout d'abord le Cantal, comptant environ 145 000 habitants, avec une densité de 25 habitants par kilomètre carré, 6 commissaires de justice, un tribunal judiciaire. C'est ensuite la Haute-Loire, avec environ 230 000 habitants, une densité de population de 44 habitants au kilomètre carré, 8 commissaires de justice et également un tribunal judiciaire. Enfin, 2 départements que nous pourrons qualifier par comparaison d'urbanisés, avec notamment le Puy-de-Dôme et son centre d'attractivité régionale, Clermont-Ferrand. Par comparaison, le Puy-de-Dôme, ce sont environ 679 000 habitants, soit quasiment 3 fois plus que la Haute-Loire et quasiment 5 fois plus que dans le Cantal, avec une densité de population de l'ordre de 79 habitants par kilomètre carré. L'Allier, enfin, avec ses quelques 345 000 habitants, et sa densité de population de l'ordre de 47 habitants par kilomètre carré. Ce département compte 19 consoeurs et confrères et 2 tribunaux judiciaires. Étant précisé que pour le département du Puy-de-Dôme, nous avons 36 confrères et consoeurs. Pour l'ensemble de ces 4 départements, nous comptons enfin 3 commissaires de justice salariés, uniquement des femmes. L'équilibre homme-femme est d'ailleurs significativement respecté à l'échelle de notre cour d'appel, avec néanmoins une tendance à la féminisation. Là aussi, je vous rejoins, Madame le professeur. Notre profession, effectivement, se féminise, et c'est effectivement une tendance de fond que nous observons au niveau de notre cour d'appel de Lorient. Les structures d'exercice professionnel sont avant tout des entités individuelles ou de petites structures sociétales, à connotation familiale, composées de titulaires, ce qui s'explique effectivement aisément par les chiffres d'affaires réalisés, rendant le recours à l'emploi de commissaires de justice salariés effectivement économiquement risqué. À titre d'exemple, sur les 69 confrères que compte notre chambre régionale, une seule structure rassemble plus de 3 associés. Rendez-vous compte, une seule structure sur les 69 confrères que compose notre chambre. Et cette structure, effectivement, se situe, je vous demande la réponse, à Clermont-Ferrand. Vous l'aurez compris, la composition de notre chambre régionale est assurément hétérogène et oblige à des logiques d'approche, des besoins et des problématiques professionnelles parfaitement différenciées. Le besoin de proximité dans l'action de notre chambre est absolument indispensable. Et ce qui nous a conduit à veiller dans la composition de la chambre à intégrer des personnels des 4 départements et dans le fonctionnement de la chambre, à organiser des réunions avec des déplacements au département, mêlant rencontres avec la communauté et échanges avec les magistrats des juridictions départementales. Ceci étant posé, il faut savoir que les attentes de la communauté visée de la chambre régionale sont très fortes, tant en termes d'attention que d'accompagnement que de protection.
Le budget annuel de notre chambre régionale est de l'ordre de 15 000 €, avec une participation principalement bénévole de ses membres. C'est un budget somme toute contenu, nous permettant néanmoins d'assurer un rayonnement donnant une visibilité certaine de la profession à l'échelon de nos 4 départements. Avec ces 15 000 € de budget, nous réussissons à assurer un partenariat fort avec l'Université de Clermont-Auvergne et son école de droit. Avec ces 15 000 € de budget annuel, nous réussissons encore à organiser des événements fédérateurs associant magistrats, chefs de cour, universitaires, via des colloques et une déclinaison de la participation de la Chambre nationale des commissions justice au sein de l'agriculture sous la forme de notre participation, nous, Cour d'appel d'Orion, au fameux salon d'élevage de Clermont-Ferrand. Et enfin, avec ces 15 000 € de budget annuel, nous réussissons encore à accompagner au quotidien celles et ceux de nos confrères en ayant besoin, notamment dans la concession et la préparation des dossiers de demande d'indemnisation CVO. Voici dressés à gros traits les caractéristiques de notre cours. Pour ce qui est maintenant de la question de la démographie professionnelle, puisque ça faisait également partie de votre question, longue, j'en conviens, nous sommes là face à des enjeux de taille, et je dois le dire, face à des enjeux en l'état véritablement préoccupants pour le maintien du maillage territorial et du service public de la justice. Alors certes, nous avons accueilli sur les 4 dernières années 5 primo-accédants, outre un nouveau confrère venant d'une autre région. Mais pour être totalement transparent, nous avons, sur l'année écoulée, en revanche, perdu pas moins de 4 consoeurs et confrères. Aucun n'a trouvé de repreneur, obligeant à supprimer les offices concernés essentiellement pour des problématiques économiques et de viabilité. Globalement, si on analyse les causes de ces suppressions d'offices, il apparaît que ce sont systématiquement des études individuelles, implantées dans de très petites communes, de départements ruraux ou semi-ruraux, éloignés des centres décisionnaires et des pôles d'activité judiciaire et économique. Enfin, pour répondre au dernier aspect de votre question, en l'occurrence celle afférente aux grands pans de matière, je dirais qu'ils n'ont rien de sensiblement différent de ce qui compose la matière de l'ensemble des offices à l'échelon national. Nous traitons de matière amiable, de recours judiciaire forcé, de signification, de procès-verbaux de constat, assurant du conseil. Alors évidemment, l'implantation d'un office commande à minima une orientation, voire des spécialisations des savoir-faire. Je pense notamment à nos amis cantaliens, je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle, spécialisés dans le domaine de la saisie agricole sur pied, ou des bovins de race Salers. À nos amis altigériens, spécialistes du congé rural pour reprise sexennale, au bénéfice d'un descendant majeur. Voilà quelques termes barbares qui, effectivement, ne sont peut-être pas le quotidien de nos confrères des grandes villes. Bien sûr, nous développons également les activités accessoires en matière de gestion immobilière, d'activité de syndic et, depuis peu, vous l'avez souligné tout à l'heure, d'entremise immobilière et de vérification des comptes de tutelle. En définitive, pour répondre simplement à votre question, la différence tient finalement pour l'essentiel à la volumétrie et aux conditions de déploiement de nos actions directement impactées par les réalités de distance et de topographie. Alors, Maître Delay, aujourd'hui, comment on exerce le métier de commissaire de justice dans votre ressort et quels sont les principaux freins? Je pense par exemple à l'attractivité, à la reprise des d'office, à l'éloignement des donneurs d'ordre. Oui, donc il faut savoir que la dimension de justice de proximité pluridisciplinaire du droit prend bien évidemment tout son sens sur le ressort de notre cour d'appel. Cette dimension de juriste de proximité pluridisciplinaire n'est en outre absolument pas antinomique d'une compétence de spécialistes. Je pense au droit processuel, au droit de la preuve, au droit des baux, bien évidemment, et à la mise en place des certificats de spécialisation voulus par notre Chambre nationale. J'ai coutume de dire que notre profession est une profession très d'union, puisant la force de sa légitimité dans son statut d'officier public ministériel, bien évidemment, mais également sur sa capacité à se rendre indispensable au bon fonctionnement du service public de la justice, de par sa dimension d'auxiliaire de justice. Là aussi, ça a été souligné. Nous ne répétons jamais assez, le commissaire de justice est ce juriste de terrain, le seul accessible et disponible sur des territoires vidés de leurs tribunaux, de leurs administrations, bref, en voie de désertification. De ce point de vue, une réflexion sur le maintien du maillage territorial apparaît fondamentale, non seulement pour la profession, mais également pour tout l'appareil judiciaire et la structuration de l'État.
Du coup, Maître Delay, avec votre vision de président de chambre régionale, est-ce que vous voyez l'émergence soit de solutions collectives ou finalement d'initiatives plus individuelles, et comment permettre selon vous le développement pour le plus grand nombre avec les particularités de votre cours? Oui, donc si vous permettez, je vais revenir à la notion des freins. Effectivement, j'ai identifié 4 freins. Le premier d'entre eux, c'est assurément la volumétrie d'activité, qui est un paramètre directement lié à la densité de population et à l'offre de services existante. Le deuxième frein que j'ai identifié est l'éloignement géographique des grandes plaques urbaines et donc des centres décisionnaires. Bref, la perte de proximité du professionnel avec son client. Le troisième est cette tendance désormais bien établie des donneurs d'ordre à concentrer la gestion de leur matière en choisissant un interlocuteur unique, le fameux commissaire du SIS pilote, leur permettant ainsi une rationalisation des suivis ainsi qu'une maîtrise des coûts et des ressources humaines nécessaires. En définitive, nous assistons à l'émergence de marchés non seulement de plus en plus réduits, mais également de plus en plus captifs, tout entier dévolu à de grosses structures, aux avantages concurrentiels ne pouvant être rattrapés. Quatrième frein, enfin, il recouvre la notion d'attractivité de nos territoires et des difficultés liées, et ça a été évoqué tout à l'heure, en termes de cession de nos offices, mais également en termes de recrutement et de pérennisation des équipes. Cela me conduit, si vous le permettez, à vous proposer 7 petites solutions. Allons-y. Qui sont, pour certaines, d'ores et déjà d'application. Donc il s'agirait en fait d'en assurer le maintien et puis, bien évidemment, le développement dans le cadre des réformes à venir. Je formulerai une première proposition qui est d'accompagner la déjudiciarisation et la simplification des procédures en plaçant le commissaire du SIS du domicile du débiteur au cœur des réformes. Je pense là tout particulièrement à la procédure de saisie-attribution dématérialisée, outre à la toute récente procédure de rémunération. Ce dispositif procédural est pour nous absolument vital et il nous paraît indispensable de poursuivre sous cette forme les actions engagées par notre Chambre nationale. Deuxième proposition, ce serait d'accompagner les études qui sont implantées dans des secteurs géographiques compliqués économiquement vers des activités accessoires de gestion d'immeubles, de syndic de copropriété, d'entreprises immobilières, de vérification de comptes de tutelle, voire d'agents d'assurance. Pourquoi pas ne pas aller, par exemple, si l'on considère l'activité de vérification des comptes de tutelle, vers un véritable fléchage de la matière au bénéfice des études les plus fragiles, dans le cadre d'un accord cadre que nous pourrions finaliser avec la chancellerie. Troisième proposition, via le CVO, pardonnez-moi pour l'acronyme, contribution volontaire obligatoire. Il faudra qu'on m'explique ça quand même. On fera une autre table ronde pour vous expliquer. Il faudra qu'elle soit très ronde là, parce que... Pas de problème. Donc s'agissant de la CVO, ne pourrait-on pas réfléchir à un revenu minimum pour celles et ceux d'entre nous qui seraient les plus en difficulté, sachant qu'en France, effectivement, nous avons malheureusement un certain nombre de confrères dont les seuls revenus sont équivalents au RSA. Voilà, donc il y a une vraie problématique sur le sujet et la CVO pourrait contribuer à réparer cette problématique. La quatrième proposition serait de maintenir le maillage territorial, c'est donc freiner, de mon point de vue, la liberté d'installation. Il apparaît effectivement impensable de sacrifier les fragiles équilibres économiques existants sur le temple du dogmatisme et d'un principe indifférencié de mise en concurrence. La cinquième proposition part d'un constat. La concentration des offices et l'ouverture d'études que je qualifierais de satellites de structures d'envergure nationale, concentrant la matière des grands donneurs d'ordre pour la réorienter de manière exclusive et à vase clos. Bien évidemment, le développement de ce modèle économique impacte de plein fouet nos fragiles équilibres locaux, étant finalement à induire une forme de compétence nationale déguisée. Loin de favoriser la concurrence, elle verrouille et concentre au contraire le marché. In fine, se pose la question de savoir comment l'autorité de la concurrence, voire les services de Bercy, par des leviers fiscaux, pourrait aider à juguler l'apparition de ces nouvelles situations de monopole. Sixième proposition, directement liée à la position de dépendance économique générée par les pratiques de pilotage. Je pense là à la perte d'honoraires et notamment à notre fameux article 444-32, mais également à la perte d'autonomie dans la mise en œuvre des mesures propres à assurer efficacement et au meilleur coût nos missions de recouvrement. Force est de constater que notre tarif est en l'état inadapté à ces situations de pilotage
et qu'un ajustement spécifique serait, de mon point de vue, véritablement pertinent. De la même manière, ces situations de pilotage génèrent trop souvent encore des retards de paiement d'actes détachés, voire leur absence pure et simple de paiement. Il est évident qu'une petite structure de la trésorerie fragile se trouve être surexposée et possiblement doublement pénalisée. Finalement, ne pourrait-on pas rendre leur paiement obligatoire dès leur communication pour signification? Point d'interrogation. Et enfin, septième et dernier point. On part encore du constat que nombre de consoeurs et de confrères ne parviennent pas à valoriser leurs droits de présentation au moment de leur départ. Existait auparavant une institution qui permettait effectivement de financer ce départ et de compenser finalement l'absence de possibilité de valorisation de ce droit de présentation. Donc ma septième proposition serait effectivement de réfléchir à une orientation éventuelle de la CVO pour permettre l'indemnisation de ces consoeurs et de ces confrères quittant notre belle profession. Merci Maître Delay pour ces solutions proposées. Maître Denis Calipe, vous présidez la Chambre régionale de la Cour d'appel de Paris, qui regroupe près de 20% des commissaires de justice en France. Elle englobe Paris, une partie de la Petite Couronne, la Seine-et-Marne, Lyon, ça veut dire des zones aussi, des zones rurales, détachées des grands centres urbains. Est-ce que vous pouvez nous décrire la diversité de votre cour, tant en matière d'origine professionnelle que de territoire, de structure, d'activité? Et tout ça en 30 secondes. Oui, si j'ai bien compris, effectivement. Passons le dernier, je vais essayer d'être relativement bref. Pour vous parler de Paris, je pense qu'il faut commencer par vous donner un certain nombre de chiffres, parce que ça me paraît essentiel pour comprendre la Cour d'appel de Paris. D'abord, nous sommes effectivement à peu près 20%, c'est-à-dire que nous sommes aux alentours de 580 professionnels. Et dans ces 580 professionnels, il y a pratiquement 25% d'ex-commissaires-priseurs judiciaires. C'est pour nous quand même un sujet très important et j'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons également une très grande diversité puisque nous avons 6 départements, dont des très urbanisés comme Paris, avec une concentration d'offices énorme, et des départements, on va dire, en petite périphérie avec une certaine concentration d'études, et puis ensuite des territoires qui sont beaucoup plus éloignés de Paris, dont un département entièrement rural, qui est Lyon, et 2 départements qui ont une partie de leur territoire qui est vocation rurale, qui est le sud de la Seine-et-Marne, où on trouve encore des fermes et des grandes exploitations, ainsi que le sud de l'Essonne. Donc on a, sur la Cour d'appel de Paris, tout le spectre de la profession, c'est-à-dire des études haute technologie, qui ne font pratiquement même plus du monopole, mais exclusivement du constat numérique, et quelques études qui font encore des beaux ruraux et des congés. Donc nous avons les deux. Moi, ma tâche, c'est d'arriver à fédérer tous ces départements, donc 6 départements. C'est une charge assez importante, et j'en mesure le poids de tous les jours, puisque la Chambre des commissaires de justice de Paris, c'est 28 membres, et une réunion mensuelle, des réunions de bureau. Je reçois systématiquement tous les confrères qui sont nommés sur notre cour, c'est-à-dire que je pense que je les connais tous. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir ce contact avec eux pour, lors de cette rencontre, leur rappeler un certain nombre de règles et principes. Autre spécificité, c'est que nous avons une activité pénale qu'il est difficile d'imaginer. Rien que le tribunal judiciaire de Paris, je ne vous parlerai que des audiences correctionnelles, c'est 600 audiences par mois. Si vous rajoutez l'ensemble de la Cour, c'est-à-dire de tous les autres tribunaux judiciaires, on est à plus de 1200 audiences tous les mois pour lesquelles il faut assurer le service d'audience par clerc ou par huissier en fonction des exigences des juridictions. Pour faire plaisir à nos amis commissaires-priseurs judiciaires, nous avons mis en place un mécanisme qui leur permet d'être dispensés de suivre ces audiences. Parce qu'à Paris, nous avons été très ouverts. D'ailleurs, mon vice-président, qui est au premier rang, pourra le confirmer. Nous avons été très ouverts avec les commissaires-priseurs judiciaires. Nous leur avons fait un accueil, je pense, à la hauteur de ce qu'ils devaient espérer. Et nous avons pris en main toutes ces charges qui pouvaient peser sur cette profession et qui n'étaient pas en mesure d'assurer. Je pense notamment aux aides juridictionnelles. Alors, sur la Cour d'appel de Paris, on est à 80 000 actes. Sur les significations pénales, alors je ne connais pas le nombre, mais c'est par dizaines de milliers, je crois qu'on est à plus de 100 000. Donc toutes ces missions ont été organisées au sein de la Cour d'appel de Paris, au sein de groupements que nous avons départementalisés.
et mutualisé, afin que tout le monde participe, y compris les commissaires-priseurs, mais uniquement financièrement, puisqu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer ces missions au quotidien. Tout ceci a nécessité une mise en place. Après, les 3 années qui viennent de s'écouler n'ont pas été trop, on n'est même pas encore arrivé au terme de tous ces développements. Mais la mise en place de ces structures nous a permis de passer cette fusion, puisque vous savez, la fusion, elle était double pour nous. Il y avait la fusion avec la profession de commissaire-priseur judiciaire, mais également il y avait la création de la Cour d'appel de Paris, qui pour la première fois était une seule cour. Et au départ, auparavant, nous avions 2 cours, Paris et Paris hors Paris. Donc cette double fusion a nécessité qu'on s'adopte les uns les autres, qu'on finisse par comprendre qu'il fallait vivre entre nous. Et je crois qu'à présent, nous y avons assez bien réussi. Il faut savoir également que toutes ces actions nécessitent un budget très important. Nous avons plus de 80 salariés dans les différents groupements, une quinzaine à la Chambre régionale. Donc toutes ces obligations qui pèsent sur Paris font que nous avons des spécificités qui sont parfois difficiles à gérer et à faire comprendre. Denis Calib, vous avez eu cette expression qu'on s'adopte entre nous. Alors justement, en tant que président de la Chambre régionale, comment vous faites vivre la cohésion de votre communauté? Comment vous conciliez la liberté d'exercice de chacun avec le respect des règles communes? Alors, si vous voulez, je reprends certains éléments que j'ai entendus précédemment. 2015, ça a été un choc. La fusion était un deuxième choc. Il a fallu absorber ces 2 situations et entre-temps, on a pris le Covid. Tous ces éléments ont totalement bouleversé les méthodes de travail, les relations entre les confrères. On a eu un certain nombre de textes qui ont disparu. Il a fallu tout reconstruire. Un grand nombre de confrères ont pensé qu'avec la réforme de 2015, le statut n'avait plus grande valeur, les règles déontologiques s'étaient effacées. Enfin, en gros, mon expression favorite, c'était open bar, quoi. Voilà. Il a fallu remettre de l'ordre dans dans la cour d'appel. Il a fallu remettre nos confrères dans le droit chemin et leur expliquer que les règles étaient en cours de reconstitution. C'est ce qui s'est passé avec la création du collège de déontologie, le nouveau règlement intérieur régional qui va être mis en application prochainement, et que ce n'est pas parce qu'il y avait eu une modification que le statut devait être affaibli. Bien au contraire. Ce qui nous protège, c'est notre statut. Que ce soit les petites études ou les grosses structures. Aujourd'hui, une grosse structure qui fait du recouvrement à 90% amiable, si elle n'a pas le statut d'officier ministériel, ce n'est rien d'autre qu'une boîte de recouvrement. Et ce qui fait notre force, c'est notre statut et nous devons impérativement le protéger. Ça, c'est mon combat de tous les jours. Et pour y arriver, on a quelque chose de fantastique qui a été développé ces dernières années, qui est la déontologie. Et c'est le rôle d'une chambre de faire respecter cette déontologie parce qu'elle va permettre une concurrence saine entre les confrères, une concurrence loyale. Et notre objectif, c'est de permettre cette concurrence, mais de permettre qu'elle puisse s'exercer librement, sans porter atteinte à l'exercice professionnel de ceux qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que les autres. Et nous avons eu à la Cour d'appel de Paris un certain nombre de dossiers où il a fallu qu'on intervienne pour remettre de l'ordre et rappeler que nous ne sommes pas une profession strictement commerciale. Nous avons un statut d'officier ministériel et qu'on a des règles. Et ça, c'était important. L'autre façon de faire vivre notre communauté, ça a été d'aider les confrères. Donc, on a créé notamment une commission d'aide à l'installation pour les jeunes confrères qui viennent s'installer, qui est un organisme qui a été créé sui generis par la Chambre, et les confrères font appel à cette commission quand ils ont des difficultés, lorsqu'ils ont besoin d'assistance dans la rédaction de leur traité de cession, de la recherche de fonds. Nous avons créé également une commission qui va permettre aux confrères qui auront des difficultés financières ou des groupements de faire appel à la Chambre. C'est un groupement, une commission indépendante, mais qui est sous l'égide de la Chambre. Nous avons également créé, avec l'aide de Madame Amrani Meki, le centre de médiation de la Chambre régionale, qui a par contre un statut officiel, avec des statuts déposés, et nous avons déjà commencé à avoir certaines médiations. Voilà, on fait vivre notre communauté en créant des organismes, des commissions
qui font qu'aujourd'hui, si vous passez dans les locaux de la Chambre de Paris, il y a des réunions tous les jours, il y a du monde qui travaille tous les jours sur des sujets qui leur sont propres. Et le rôle, nous, des élus, c'est d'animer toutes ces commissions et de permettre aux confrères d'y accéder et de faire de la communication. Ensuite, nous organisons également des formations. Alors, on ne cherche pas à concurrencer les formations qui sont données par la Chambre nationale et qui sont des formations, on va dire, plus pratiques. Nous, c'est des formations culturelles. Donc, on offre à nos confrères une vingtaine de formations. On fait venir des intervenants de qualité, on crée de l'animation, des cocktails, tout ça pour que les confrères apprennent à se connaître et participent à la vie de la communauté. Donc il y a tout au long de l'année un certain nombre de manifestations qui sont organisées et qui nous permettent d'avoir, je pense que ceux qui viennent, qui ont été invités au cocktail que nous organisons tous les ans, se rendent compte qu'il y a une très très bonne entente entre nous et que la communauté parisienne se porte bien, en tout cas à ce niveau-là. Du coup, quel regard vous portez en fait? Quelle tendance vous sentez monter dans votre cours, par exemple concernant la trajectoire des ex-commissaires-priseurs judiciaires, du regroupement des offices? Alors ça, c'est un sujet qui est pour nous c'est vraiment très problématique, car on s'aperçoit que les ex-commissaires-priseurs, en fait, comme l'a dit tout à l'heure notre confrère Belleville, il n'y en a aucun qui est intéressé par notre profession. Aujourd'hui, sur Paris, aucun commissaire-priseur n'a fait la démarche pour exercer le métier de commissaire de justice. Comme aucun ex-huissier de justice n'a fait de démarche pour aller concurrencer les salles de vente des commissaires-priseurs. À Paris, je parle que de ma cour. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, après 3 ans, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement d'attente, puisque les commissaires-priseurs ne savaient pas s'ils allaient pouvoir continuer à faire leurs inventaires en perdant le statut d'officier ministériel. Pas de commissaire de justice. Donc, maintenant, aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires et on voit se dessiner un mouvement de vente. Donc, on s'attend dans les prochaines années à une vente d'environ 50 offices d'ex-commissaires-priseurs judiciaires qui vont devenir des commissaires de justice puisqu'ils n'ont pas d'activité judiciaire. Sur la centaine d'études qu'il y a dans notre cours, le chiffre d'affaires de ces études représente à peine 10% du chiffre d'affaires de la compagnie parisienne, en globalité. Et vous n'en avez même pas 20 qui font du judiciaire, avec un chiffre d'affaires particulièrement faible. Et quelques-unes, belles structures judiciaires, mais c'est essentiellement dans les procédures collectives. En matière de vente judiciaire classique, saisie-vente, etc., il n'y a plus rien. C'est quasiment zéro. Moi, quand je vérifie les contrôles de comptabilité des offices, que je regarde le nombre d'inventaires effectués par les commissaires-priseurs ou le nombre de ventes, je suis sidéré, parce que franchement, c'est pas l'activité principale. Donc là-dessus, on a un vrai sujet. On va avoir beaucoup d'offices qui vont arriver sur le marché, sans oublier que nous avons quasiment eu 50% des créations des lois Macron sur Paris. Dans nos derniers chiffres, on a eu plus de 60 création sur la Cour d'appel de Paris, mais paradoxalement, on n'a pas tellement plus de professionnels, parce qu'il y a beaucoup de départs qui ne sont pas compensés, qui se règlent en fait par des fusions. Donc ça, c'est vraiment la problématique. L'autre sujet qui est vraiment très important pour nous aussi, c'est la diminution très importante du nombre d'actes sur la Cour d'appel. En 15 ans, on a divisé par 2 le nombre d'actes délivrés par les Parisiens. Et par contre, on a une montée très importante des activités hors monopole, notamment l'activité de constat, de recouvrement, mais maintenant, quelque chose qui a l'air de prendre, qui est l'administration de biens. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, tous les confrères sont pénalisés par le tarif, puisque quand on voit qu'on a un tarif qui n'a pas augmenté depuis 10 ans, et même plutôt baissé, alors qu'on a eu une inflation de 20% et que les charges ont augmenté, on ne peut pas s'étonner à ce qu'il y ait une baisse de plus de 30% de l'activité des études. Et aujourd'hui, si vous prenez le chiffre d'affaires de la compagnie parisienne, il est certes supérieur à ce qu'il était avant 2019, mais enfin bon, il s'est passé 6 ans. C'est pas normal. Merci. Merci à vous tous, à vous 6 pour vos témoignages. Merci d'être venus
sur la scène pour apporter votre voix, pour raconter votre métier. Nous l'avons entendu, l'exercice de la profession revêt des facettes multiples, mais aussi de nombreux traits communs. Et merci d'avoir ainsi porté votre voix.